Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons traverser le temps pour rejoindre l'une des villes les plus fascinantes qui ait jamais existé. Florence au XVe siècle, en pleine Renaissance italienne. Et notre guide dans ce voyage, c'est un homme dont les peintures continuent, plus de 5 siècles après sa mort, de nous couper le souffle. Cet homme, c'est Sandro Botticelli. Son vrai nom, Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi. Un nom un peu austère pour celui qui allait offrir au monde la naissance de Vénus et le printemps. Alors, comment ce fils de tanneur florentin est-il devenu l'un des artistes les plus importants de l'histoire de l'art occidental? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, de sa naissance jusqu'à sa mort, en passant par ses chefs-d'œuvre, ses amours secrètes, ses triomphes et ses déchirements. Installez-vous confortablement, car nous avons beaucoup à raconter. Le 1er mars 1445, dans le quartier d'Onisanti, à Florence, naît Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi. C'est le 4e et dernier fils de la famille Filippeppi. Son père, Mariano, est tanneur, un métier manuel et peu glorieux, mais qui assure une vie décente dans ce quartier populaire situé non loin des eaux de l'Arno. Sa mère se prénomme Smeralda. Sandro grandit donc entouré de 3 frères aînés, Giovanni, Antonio et Simone. Les chroniqueurs de l'époque rapportent que le jeune Alessandro est un enfant de constitution fragile. Peut-être parce que ses parents sont déjà âgés à sa naissance. Son père aurait eu une 50aine d'années, sa mère une 40aine. Mais cette fragilité physique ne l'empêche pas d'être doué, vif et de montrer très tôt une curiosité insatiable. Son père ne sait pas trop quoi faire de ce cadet qui ne semble guère attiré vers les métiers ordinaires. Alors il décide de le confier à Antonio, son frère aîné qui est orfèvre. C'est ici que commence, sans le savoir encore, la formation artistique de Botticelli. Car dans la Florence du XVe siècle, les orfèvres ne sont pas de simples artisans, ils sont en contact permanent avec les peintres, les sculpteurs, les architectes. Ils travaillent la matière avec une précision extrême, ils apprennent à observer les formes, à maîtriser le dessin, à traiter les surfaces avec soin. Cette formation en orfèvrerie va laisser une empreinte indélébile dans le style de Botticelli. Toute sa vie, on reconnaîtra dans ses peintures cette précision du trait, cette finesse du détail, cette façon de traiter les drapés et les contours comme si chaque ligne avait été ciselée dans le métal. Avant de continuer, arrêtons-nous un instant sur ce surnom, Botticelli, qui mérite quand même qu'on en parle. En italien, Botticello signifie petit tonneau. 2 explications s'affrontent. La première, rapportée par Giorgio Vasari, le grand biographe des artistes de la Renaissance, est que Sandro fut placé en apprentissage chez un orfèvre nommé Botticello et qu'il en aurait adopté le nom par habitude. La seconde explication, et c'est peut-être celle qui fait le plus sourire, est que ce surnom était originellement celui de son frère Giovanni, un homme plutôt corpulent dont la bedaine rondouillarde rappelait effectivement un tonneau. Le surnom aurait ensuite glissé jusqu'au petit dernier de la famille et serait resté. Ce qui est amusant, c'est que les descriptions physiques de Botticelli que nous avons, notamment dans le roman biographique de Sophie Chauveau, le dépeignent comme un homme tout en longueur, maigre, filiforme, d'une pâleur inquiétante. Bien loin de l'image du petit tonneau, la vie a parfois le sens de l'humour. Vers l'âge de 20 ans, Sandro Botticelli entre dans l'atelier de Fra Filippo Lippi, moine dominicain et l'un des peintres les plus réputés de Florence. C'est une décision déterminante. Fra Filippo Lippi est un maître de la ligne, de la douceur des visages, du rendu des drapés. Il a un style fondé sur la primauté du dessin, quelque chose qui va profondément marquer Botticelli. Vasari lui-même souligne dans ses célèbres Vies des peintres que Sandro était un dessinateur hors du commun et bien des artistes s'ingénièrent à se procurer ses dessins. Ce goût et ce talent pour le dessin, il le doit en grande partie à ses années passées dans l'atelier de Lippi. Botticelli va ensuite compléter sa formation en fréquentant les ateliers d'Antonio Polaillo
d'Andrea Del Verrocchio. Deux artistes qui préfèrent les représentations naturalistes, les corps sculptés, les poses dynamiques. De cette double influence, la grâce de Lippi et la vigueur de Pollaiolo va naître un style unique immédiatement reconnaissable. Vers 1470, Sandro Botticelli ouvre son propre atelier. Il a 25 ans. L'aventure commence vraiment. Pour comprendre l'ascension de Botticelli, il faut comprendre la Florence des Médicis, cette famille de banquiers au sommet de laquelle trône Laurent de Médicis, dit Laurent le Magnifique, règne sur la cité comme une royauté de facto. Et les Médicis ne sont pas seulement des hommes de pouvoir, ils sont des mécènes passionnés, des collectionneurs éclairés, des protecteurs des arts et des philosophes. Autour de Laurent le Magnifique gravite un cercle intellectuel extraordinaire. On y croise des philosophes néoplatoniciens, des poètes, des humanistes, comme Pic de la Mirandole, Marcille Ficin, Ange Policien. Ces hommes élaborent une pensée qui tente de réconcilier la sagesse antique et la foi chrétienne, qui voit dans la beauté une manifestation du divin et dans l'art un chemin vers la vérité. C'est dans ce milieu que Botticelli va baigner pendant des années. Il en absorbe les idées, les symboles, les références mythologiques. Il devient le peintre attitré des Médicis, réalisant des portraits, des tableaux religieux, mais aussi, et c'est là que son génie va pleinement s'exprimer, des compositions profanes d'une ambition philosophique et esthétique sans précédent. Sa première grande œuvre qui le rend célèbre dans tout Florence est l'Adoration des mages, vers 1475. Dans cette peinture au sujet religieux, la visite des trois rois mages à l'enfant Jésus, Botticelli glisse discrètement les portraits de plusieurs membres de la famille Médicis. Le sujet sacré n'est qu'un prétexte pour rendre hommage à ses protecteurs. C'est à la fois habile, politiquement et stylistiquement brillant. Voici peut-être l'une des plus belles histoires de ce podcast, car derrière les grandes toiles de Botticelli, il y a une femme, une seule, qui hante ses pinceaux pendant des décennies, même après sa mort. Elle s'appelle Simonetta Vespucci, née Cataneo. Elle arrive à Florence vers 1469, à l'âge de 16 ans, mariée à Marco Vespucci, un cousin du célèbre navigateur Amerigo Vespucci, celui dont le nom allait être donné à tout un continent. Simonetta est d'une beauté qui saisit Florence tout entière. On la surnomme la Bella Simonetta, ou encore la sans pareille, celle à qui rien n'est comparable. Les Florentins l'idéalisent, les poètes lui consacrent des vers, et les Médicis eux-mêmes en sont amoureux. Julien de Médicis, le frère de Laurent le Magnifique, la courtise ouvertement. Botticelli, qui fréquente le même cercle, tombe lui aussi sous le charme de cette jeune femme aux cheveux dorés. Il habite d'ailleurs dans la même rue, la Via Nueva. Un amour naît entre eux, un amour platonique, selon toute vraisemblance, celui qui lie parfois les artistes à leur muse et qui ne s'exprime qu'à travers les toiles. En 1475, lors d'une joute célèbre sur la Piazza Santa Croce, appelée la joute de Julien, Botticelli peint la bannière du vainqueur, Julien de Médicis. Sur cette bannière, il représente Simonetta, parée en Pallas Athéna, avec ces mots « la sans pareille ». Mais la tragédie arrive vite. Dans la nuit du 26 au 27 avril 1476, Simonetta Vespucci meurt. Elle a 22 ou 23 ans, probablement emportée par la tuberculose. Florence est en deuil. Julien de Médicis est inconsolable. Et Botticelli. Botticelli continue de la peindre, encore et encore. Son visage, ce visage aux traits idéalisés, au regard mélancolique, aux cheveux dorés légèrement ondulés, va revenir dans ses œuvres pendant des décennies. On retrouve Simonetta dans Le Printemps, peint vers 1482, où elle incarnerait Flore, la déesse des fleurs. On la retrouve dans La naissance de Vénus, peinte vers 1485, soit 9 ans après sa mort, et dans Vénus et Mars, dans Pallas et le Centaure, dans tant d'autres toiles. Botticelli ne s'en cache pas,
Dans son testament, il formulera une demande précise, être enterré au pied de Simonetta Vespucci dans l'église d'Onisanti à Florence. Cette demande lui fut accordée. Aujourd'hui encore, leur tombe se trouve dans la même église. Qu'est-il pour elle? Un admirateur discret? Et elle pour lui? Elle est Vénus. Elle est le printemps. Elle est l'idéal féminin qu'il cherchait à peindre au-delà du réel. Les années 1478 à 1498 constituent le sommet de la carrière de Botticelli. Ce sont 20 ans de création intense, foisonnante, couronnée par des chefs-d'œuvre qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine de l'humanité. Le printemps, Primavera, vers 1482, est commandé par Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis. C'est une peinture sur bois de grande dimension, environ 2 mètres sur 3, représentant 9 figures mythologiques dans un jardin fleuri. Au centre, Vénus. À gauche, les 3 grâces d'encens. Plus à gauche encore, Mercure. À droite, les figures de Zéphyr, Chloris et Flore. Le tableau est une invitation à la contemplation philosophique. Il convoque la pensée néoplatonicienne sur l'amour, la beauté et la vertu. Il reste 5 siècles plus tard l'un des tableaux les plus analysés, les plus débattus, les plus mystérieux de l'histoire de l'art. La naissance de Vénus, vers 1485, est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Botticelli et l'une des plus reconnaissables au monde. Pour la première fois, depuis l'Antiquité, un artiste peint un nu féminin non biblique de grande taille. Vénus émerge de la mer sur un coquillage, portée par les souffles de Zéphyr et de son épouse, accueillie par une heure qui lui tend un manteau fleuri. Mais la nudité de Vénus, chez Botticelli, n'est jamais sensuelle. Elle est chaste, presque pudique. C'est une nudité de l'âme, pas du corps, la beauté divine rendue visible. Cette œuvre était destinée à décorer une villa de la famille Médicis. Elle n'était pas faite pour être vue du grand public. Elle témoigne du goût des grands patriciens florentins pour l'Antiquité et leur audace à célébrer la nudité féminine dans un contexte mythologique. Entre 1481 et 1482, le pape Sixte IV invite Botticelli à Rome pour décorer les murs latéraux de la chapelle Sixtine. C'est une commande de prestige extraordinaire. Botticelli y peint plusieurs fresques monumentales, dont les épreuves de Moïse et la tentation du Christ. Mais, déçu que ces fresques n'obtiennent pas la reconnaissance qu'il espérait, elles seront bientôt éclipsées par les travaux de Michel-Ange sur le plafond. Il rentre à Florence et se jure de ne plus quitter sa ville. De retour, il poursuit sa production avec des tondis, peintures circulaires, dont la Madone du Magnificat et la Madone à la Grenade, qui témoignent de sa maîtrise des compositions en format rond, où les figures s'adaptent avec une élégance remarquable à la contrainte géométrique. Voici l'une des anecdotes les plus saisissantes de la vie de Botticelli, celle qui illustre mieux que toute autre la violence de son époque et la fragilité du génie face au fanatisme. Nous sommes le 7 février 1497, c'est Mardi Gras à Florence, mais au lieu des réjouissances habituelles, c'est un étrange cortège qui défile dans les rues. Des jeunes gens vêtus de blanc, disciples du moine dominicain Jérôme Savonarole, parcourent la ville et collectent tous les objets jugés impurs, licencieux, vains, des miroirs, des bijoux, des vêtements de luxe, des instruments de musique, des livres de Pétrarque et de Boccace, des jeux de cartes, des parfums et des peintures. Sur la Piazza della Signoria, on allume un gigantesque bûcher. Les flammes s'élèvent à plusieurs mètres. Et là, parmi la foule, on aperçoit un homme qui s'avance vers le brasier, les bras chargés de toiles et de dessins. Cet homme, c'est Sandro Botticelli lui-même. Botticelli était tombé sous l'emprise de Savonarole, ce moine fanatique qui avait pris le contrôle politique de Florence après l'expulsion des Médicis en 1494, prêchait contre le luxe, contre l'humanisme, contre la peinture profane.
Il exigeait un retour à un christianisme austère et militant. Et Botticelli, peut-être en proie à un véritable trouble spirituel, était devenu l'un de ses partisans. Ce soir-là, il porta lui-même plusieurs de ses propres œuvres. Des nus féminins d'inspiration mythologique au feu. Des toiles que nous ne verrons jamais. Des chefs-d'œuvre partis en fumée. Vasari écrit de lui qu'il était de la secte dont il était partisan au point qu'il abandonna la peinture. Et c'est effectivement ce qui se produisait. Après cette nuit, Botticelli ne peignit plus de nus, se consacra presque exclusivement au sujet religieux et tomba progressivement dans un silence artistique de plus en plus profond. Un an plus tard, en 1498, Savonarola lui-même fut arrêté, condamné pour hérésie, pendu, puis brûlé sur la même place où il avait allumé ses bûchers. Il y a dans cette fin quelque chose d'une ironie tragique. Mais pour Botticelli, le mal était fait. La mort de Laurent le Magnifique en 1492, puis la prédication de Savonarola et enfin le bûcher des Vanités de 1497 avaient brisé quelque chose en Botticelli. L'homme qui avait peint Vénus et le printemps s'enfonçait désormais dans une mélancolie de plus en plus profonde. Il continua néanmoins de travailler. Ses dernières grandes œuvres témoignent d'un style profondément transformé, plus tourmenté, plus expressif, plus sombre. La calomnie d'Apelle, peinte vers 1495, est une composition allégorique, dense, remplie d'une tension morale intense, inspirée d'une description d'un tableau de l'Antiquité rapporté par Lucien de Samosate. La Nativité mystique, datée de 1501, est une œuvre apocalyptique chargée d'une angoisse quasi prophétique. Il consacra aussi de nombreuses années à illustrer la Divine Comédie de Dante, dont il était un fervent admirateur. Mais la maladie interrompit ce grand projet avant son avènement. Dans ces dernières années, Botticelli vécut dans la pauvreté. Ses protecteurs Médicis n'étaient plus là pour le soutenir. Son attachement à la cause de Savonarola lui avait coûté des commandes et une bonne partie de sa réputation. Il était vieux, il marchait difficilement. Certains récits évoquent le recours à des cannes. Et il était progressivement tombé dans l'oubli. Le 17 mai 1510, Sandro Botticelli mourut à Florence. Il avait 65 ans. Il fut enterré dans l'église d'Ognissanti, comme il l'avait souhaité au pied de Simonetta Vespucci, jusqu'au bout fidèle à sa muse. Pendant presque 4 siècles, Botticelli fut oublié. Ce n'est pas une exagération. À la fin du XVIIIe siècle, son nom n'évoquait pratiquement plus rien, même parmi les amateurs d'art. C'est au XIXe siècle qu'il revint à la lumière grâce aux préraphaélites anglais, ce mouvement de peintres et de poètes qui admiraient l'art antérieur à Raphaël et qui cherchaient dans les œuvres médiévales et du début de la Renaissance une sincérité perdue. L'historien d'art John Ruskin, mécène et théoricien influent, fut l'un des premiers à remettre Botticelli au premier plan. Plus tard, Marcel Proust devint l'un de ses admirateurs les plus fervents. Dans « À la recherche du temps perdu », le narrateur compare à plusieurs reprises la beauté d'Odette à une figure botticellienne, référence qui aurait été incompréhensible 2 siècles plus tôt. Aujourd'hui, Botticelli est considéré comme l'un des grands maîtres de la peinture occidentale. La naissance de Vénus et le printemps, conservés à la Galerie des Offices à Florence, sont parmi les tableaux les plus visités au monde. En 2021, un autre tableau de Botticelli, Jeune homme tenant un médaillon, fut vendu chez Sotheby's à New York pour la somme de 92,2 millions de dollars, faisant de lui le 2e maître ancien le plus cher derrière Léonard de Vinci. Une astéroïde porte son nom, un cratère sur Mercure également, et ses peintures continuent d'inspirer artistes, cinéastes, stylistes et publicitaires du monde entier. Bien, qu'a apporté Botticelli à l'histoire de l'art? La question mérite qu'on s'y arrête. En premier lieu, il a réintroduit la mythologie antique dans la grande peinture, à une échelle jamais vue depuis l'Antiquité. La naissance de Vénus est le premier grand nu féminin non biblique depuis des siècles. C'est un acte courageux, une transgression esthétique et théologique
que seul le contexte exceptionnel de la Florence médicienne permettait. En deuxième lieu, Botticelli a inventé une manière unique de représenter la beauté. Une beauté qui n'est jamais purement physique, mais qui vise à quelque chose de plus haut. Ces personnages sont idéalisés jusqu'à l'irréel. Leurs visages ne montrent aucun défaut. Leurs corps sont gracieux, leur pose légère. Il peint non ce qu'il voit, mais ce qu'il perçoit au-delà du visible. En troisième lieu, son style. Cette ligne précise, ces drapés qui flottent, cette mélancolie douce amère qui imprègne même ses scènes les plus joyeuses, est d'une modernité frappante. Les pré-raphaélites l'ont bien compris, et ceux qui regardent aujourd'hui la naissance de Vénus pour la première fois ont souvent le sentiment étrange de voir quelque chose de contemporain. Enfin, il a prouvé que la peinture pouvait être de la philosophie, que les images pouvaient penser, que la beauté était une voie d'accès à la vérité. Dans ce sens, Botticelli est l'un des peintres qui a le plus profondément réfléchi à ce que c'est que peindre. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce voyage florentin. De l'enfant fragile du quartier d'Onisanti au peintre que le monde entier connaît, en passant par Simonetta, les Médicis, la chapelle Sixtine et le terrible bûcher des Vanités, la vie de Botticelli est une vie de contraste, de splendeur et de déchirement. Avant de vous quitter, je voudrais vous poser une question simple mais qui mérite réflexion. Si vous deviez choisir une seule œuvre de Botticelli pour la garder avec vous, une seule, la naissance de Vénus, le printemps ou une autre, laquelle serait-ce et pourquoi? Je vous laisse y réfléchir et ma propre réponse, si vous me la demandez, serait peut-être le printemps. Non parce qu'il est plus beau que la naissance de Vénus, mais parce qu'il est plus mystérieux, parce que personne n'en a encore percé tous les secrets, et qu'une œuvre qui continue de poser des questions après 5 siècles, c'est peut-être la définition même du génie. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, et à très bientôt.